EDF fait une recapitalisation qui passe mal malgré des très bons résultats 2021. Les inquiétudes pèsent sur l'énergéticien français pour cette année entre arrêt des réacteurs, impact financier sur les mesures gouvernementales autour du prix de l'énergie. Alors, qu'est-ce que retiennent les investisseurs? Est-ce que ce titre EDF qui perd encore, quelle position adopter sur EDF? Bonjour Frédéric Rosier. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France. On est autour de 8 € là, à peu près sur EDF. Assez bas, on était encore à 13 € je crois il y a 3 mois. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, ça sera la petite note d'optimisme pour démarrer, on est sympa. D'abord, un petit coup d'œil sur les résultats 2021 rapidement. Très bon. Chiffre d'affaires en hausse de 21%, EBITDA qui s'améliore de 11%, le meilleur depuis 6 ans de mémoire. Ouais. Bénéfice net part du groupe qui fait x8 sur un an. Donc j'ai envie de dire, en fait, tout va bien chez EDF, il n'y a pas de problème. Tout va bien, effectivement, on sort un chiffre d'affaires à plus de 84 milliards, ouais. Au-dessus des attentes. Sur le bénéfice, plus de 5,7 milliards, on est au-dessus également des attentes. Mais je dirais que ce n'est pas forcément ça qu'on regarde lorsqu'on regarde vraiment la valorisation d'EDF, parce qu'au moment où on se parle, ça se paye à peu près 6 fois les bénéfices. Donc on se dit, c'est magnifique, on a un dividende de 58 centimes, ce qui fait quand même un rendement, vous rapportez 58 centimes sur 8 €, c'est un des rendements les plus élevés du marché. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde ça, on se dit il faut y aller les yeux fermés parce qu'on a un opérateur historique, leader sur son marché domestique. Très largement soutenu par l'État. Soutenu par l'État, qui est largement actionnaire de l'entreprise. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là parce qu'il faut regarder aussi d'autres aspects. La dette, déjà, c'est 43 milliards, bon an mal an, 43 milliards. Donc on a un ratio dette nette sur EBITDA aujourd'hui qui est aux alentours de 3 fois. Mais lorsqu'on regarde les décisions qui ont été prises par le gouvernement français, notamment en termes de régulation des tarifs, vous savez que ça ne touche pas que la France. On a vu en Espagne l'explosion de ces tarifs et il n'y a pas d'acteurs nationaux, donc c'est compliqué de réguler un peu les prix. Mais l'impact, il est immédiat pour EDF. C'est un impact qu'on estime aujourd'hui aux alentours entre 7,7 d'après le ministère de l'économie, entre 7,7 et 8,3. C'est-à-dire, allez, grosso modo 8 milliards sur une entreprise qui a dégagé 18 milliards l'année dernière sur les EBITDA, ce qui rapporte quand même plus derrière, bien sûr, des arrêts de production, puisque, vous le savez, notamment il y a des problèmes de corrosion dans nos centrales nucléaires, et donc il y a beaucoup de centrales qui sont à l'arrêt. On a perdu quand même énormément. Alors, pas les dernières à l'arrêt pour l'instant. Donc on va avoir plutôt la fourchette basse de production en terawattheure, puisqu'on attendait une fourchette entre 300 et 330 terawattheures. Là, la moyenne est plutôt basse, 300, 310. Donc, en termes de production, on va quand même avoir un frein. On va avoir ce coût sur la tarification régulée par l'État français qui veut limiter cette hausse à 4%. Donc, ça fait un facteur hyper pesant dans une entreprise qui doit investir. On l'a vu avec le programme notamment donné je crois que c'était à Belfort par le président Macron sur les investissements dans le nucléaire. Et finalement, cette dette-là, sur les résultats par exemple 2022, on se retrouve avec dette nette sur EBITDA à 6 fois. Donc on est en train de faire... Donc finalement, c'est plus la dette qui inquiète que la recapitalisation en tant que telle. D'ailleurs, elle est sous surveillance des agences de notation. On est par exemple S&P à BBB+, sous surveillance négative. Les 3 agences de notation l'ont mis sous surveillance négative, donc il y a vraiment un enjeu. Et je vous rappelle aussi les engagements d'EDF. Il y a notamment sur le démantèlement du parc, on a des provisions relativement importantes, les retraites. Donc ça fait que la dette globale et les immobilisations, et en plus on le sait, sur la dette nucléaire et démantèlement, c'est toujours des factures qui ont tendance à grossir avec le temps. Donc faut faire effectivement attention. On va avoir une augmentation de capital qui est déjà décidée, puisque ça a été décidé déjà en amont depuis pas mal de temps dans les agences. 2,5 milliards, 2 milliards, 2 milliards de l'État. Alors, grosso modo, l'enveloppe, elle est limitée dans l'Assemblée aux alentours de 510 millions d'émissions d'actions. On tape sur une décote de 30% grosso modo sur le cours de bourse, qui ferait à peu près, normalement 5 à 5,50 sur le prix d'émission, donc 2 milliards, 2,5 milliards, sachant que l'État, étant l'actionnaire majoritaire, bien sûr, garantit cette opération. Autre facteur, le dividende aussi, puisque EDF a décidé un versement de 0,58 sous forme d'actions ou de cash. L'État va opter, bien sûr, pour les titres. Pour éviter de décaisser effectivement ce montant relativement important pour EDF. Donc voilà, on a un vrai souci aujourd'hui sur EDF. Et d'ailleurs, je regardais une note de BofA qui le classe parmi les entreprises les plus fragiles financièrement. On se dit, mais oui, on a vu dans les anticipations qu'on a un peu moins de free cash, que cette dette est relativement importante au moment où on doit faire des investissements.
Et on a quelques sociétés comme ça en France sur lesquelles c'est un peu juste quand même. Le cash est un peu juste au regard des enjeux de transformation de l'entreprise, même s'il y a 3 milliards de cessions, il faut le rajouter aussi, envisagées par EDF pour améliorer ce niveau de cash. Mais c'est un peu limite honnêtement par rapport aux enjeux notamment énoncés par M. Macron, président Macron, bon, alors, il y a quelques jours. Justement, comment est-ce qu'on se comporte sur le titre? Est-ce que pour l'instant on reste à l'écart ou est-ce que, comme vous nous le disiez finalement au début, ça vaut vraiment le coup, donc on y va, ou est-ce qu'il faut attendre effectivement un petit peu, d'en savoir un peu plus, notamment sur le sujet de l'endettement et de la recapitalisation? Il faut le savoir, c'est une augmentation de capital sous forme de DPS, donc de droits de souscription prioritaire. Donc si vous achetez vos actions maintenant, vous allez avoir cette décote sur l'action. Donc ce n'est pas forcément idiot de le faire. Il y a un risque aussi, il ne faut pas le négliger sur EDF, c'est la nationalisation partielle du groupe. Et c'est envisagé, hein, donc les activités nucléaires pourraient être nationalisées et laisser sur le marché les activités dites vertes, hein, ce qu'on appelle EDF vert d'ailleurs, hein, sur les énergies renouvelables, ou Azure qui est la partie hydraulique. Donc c'est aussi une possibilité et l'État ne fera pas forcément des cadeaux s'il y a une voie de nationalisation. Il ne faut pas s'attendre à avoir une surcote, notamment sur le cours de bourse. Et d'ailleurs, EDF nous dit, pour gagner quelques milliards, on va peut-être faire un petit peu de cession. Est-ce que ça va être de nature à rassurer un peu les investisseurs? Est-ce que c'est une bonne opération? Il était question de sortir d'Enedis notamment. Oui, alors il y a des cessions envisagées à hauteur de 3 milliards. 3 milliards. Voilà. Sachant aussi que EDF doit faire cette acquisition aussi sur les turbines, vous savez, de General Electric. Malgré ça, ça reste quand même toujours hyper juste en termes de cash pour EDF. Donc j'ai un peu peur honnêtement sur ce sujet qu'on revienne tout le temps à la caisse, à vrai dire. J'ai l'impression, alors oui, c'est attractif sur ces niveaux-là, pourquoi pas, mais il y a une hypothèse quand même, c'est que d'ici 1 an ou 2 ans, notamment si la problématique de la tarification de l'énergie se pose sur l'année 2022, parce qu'il faut juste rappeler, c'est que l'obligation d'EDF, c'est de vendre quasiment un tiers de sa production, c'est 100 TWh, à un prix qui est très bradé pour justement permettre la concurrence. C'est ça l'autre sujet. Est-ce que le problème numéro 1, ce n'est pas les contraintes et la réglementation européenne qui obligent, quoi qu'il se passe, l'entreprise à vendre une partie de sa production et de perdre de l'argent? C'est un peu le problème, c'est que certains diront c'est le fait que ce soit une entreprise nationale. Et quelque part, c'est aussi notre capacité en France par rapport, je pense toujours au sujet espagnol, d'avoir cette capacité de baisser la facture énergétique pour les Français. Mais la facture, elle est déjà importante puisque ça a un coût pour EDF de 8 milliards, ça a un coût aussi pour l'État français puisque vous savez que la taxe, notamment sur l'électricité, a été baissée au plancher légal à 0,5. Donc c'est une perte, c'est 16 milliards quand même de coûts à la fois pour l'État. Donc les Français payent déjà quelque part cette régulation du tarif. Bon, dernière question très rapidement parce qu'on a déjà quasiment terminé, mais est-ce que les énergéticiens français notamment sont de bons investissements? Comment est-ce que vous regardez un petit peu ce secteur de l'énergie? Il y a plein de mutations, plein de transitions, il y a aussi évidemment pas mal de cash. Comment est-ce que vous regardez tout ça? D'un bon œil, notamment plutôt le dossier Engie pour le coup, parce qu'on a un sujet qui est la taxonomie européenne et notamment le fait qu'on l'a vu, ça peut aussi en avoir un impact sur EDF, vous savez, le fait le gaz rentrerait dans cette taxonomie européenne, comme le nucléaire aussi, et on estime aujourd'hui que sur ces niveaux de valorisation, Engie par rapport à ses pairs souffre d'une décote d'environ 25 à 30% en raison justement de cette, au départ, non-intégration du gaz dans la taxonomie européenne. Donc si on intègre... Engie, on regarde, Total Energy. Total Energy, bien sûr, avec le prix du baril qui risque de rester haut, bien sûr. L'Ukraine, quelque part, et le problème ukrainien était un facteur court terme relativement important sur la valorisation du prix du baril et du gaz, bien sûr. Et en 5 secondes, est-ce que le solaire et les énergies renouvelables, il faut continuer d'y aller aussi fougueusement qu'on a pu y aller par le passé? C'est un problème de valo. C'est juste aujourd'hui, le marché n'accepte pas de payer des valorisations excessives. Vous savez qu'il y a eu un attrait relativement important pour ces sociétés-là, avec aussi le green qui rentrait dans les phases d'investissement. Donc tout le monde s'est rué un peu sur cette typologie d'investissement. Et honnêtement, un peu plus de prudence sur le cycle boursier qu'on est en train de connaître. Après, sur la perspective long terme de croissance, j'ai aucun doute là-dessus. Mais là, pour le coup, acheter des valorisations 30 ou 40 ou 50 fois les multiples, c'est un peu cher, honnêtement, dans un marché qui regarde ça de près. Merci beaucoup, Frédéric Rosier, d'être venu nous voir, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France sur Boursorama.